Alors, je ne vais pas vous embêter à vous demander de lever la main pour ceux qui ont eu un problème un jour avec le support client, une mauvaise interaction, parce que je pense qu'on lèverait ici tous la main. Du coup, nous, on s'est intéressé à cette problématique qui a forcément des répercussions, et c'est de l'ordre de 65% en fait. Le taux d'attrition dû à une mauvaise interaction suite à un agent, suite à une interaction avec le support client est de 65%. En termes de chiffres, pour être plus concret, c'est 62 milliards chaque année, juste aux États-Unis, qui sont considérés comme la perte estimée à cause du support client. Du coup, ça nous a fait nous interroger énormément avec Franklin sur qu'est-ce qu'un agent du support client. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que peu importe les industries, peu importe les spécialisations, tout est géré de la même manière. Vous avez un agent du support client qui travaille sur des plateformes qui sont, entre guillemets, 5 à dominer le marché, qui vont être Zendesk, Salesforce Service Cloud, entre autres. Et leur travail est de gérer tous les messages qui proviennent de tous les différents canaux possibles. Donc, aussi bien téléphone, chat, mail. Nous, on a décidé de se cibler sur les canaux digitaux parce que c'est des canaux qui sont traités de manière totalement différente. Il n'y a pas de principe de call center, tout est géré très souvent en interne et les équipes outsourcées sont souvent restent en France. Et ce qui est drôle aussi dans la manière dont c'est géré, c'est ça qui nous a beaucoup impressionné avec Franklin, c'est que tout revient à la satisfaction. C'est toujours des acronymes, si on ne connaît pas, on ne peut pas les deviner. Le CSAT, le NPS, le CES, c'est des acronymes qui jugent la satisfaction, et c'est le seul moyen aujourd'hui de juger l'efficacité de votre support client. Alors pourquoi on utilise des taux de satisfaction? En fait, c'est qu'il y a un paradigme autour du support client, c'est qu'en fait, quand vous contactez l'entreprise, quand vous avez besoin de lui parler, c'est qu'il y a un défaut du produit. Et donc, c'est que vous êtes insatisfait. Et le principe même d'arriver à tenir la satisfaction montre l'efficacité du support client. Or, à terme, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça crée en fait un paradigme de cost center. C'est que, par définition, quelqu'un qui contacte le support client est quelqu'un qui va potentiellement s'en aller. Or, énormément de stats montrent que c'est faux. Et tout d'abord, on s'est interrogé du coup sur 3 choses les plus évidentes. C'est que le support client peut être un énorme canal d'acquisition. Vous pouvez avoir peur, tout simplement, parce que vous n'avez jamais consommé dans l'entreprise. Vous allez avoir une question et vous avez besoin de confiance. Et c'est un énorme canal d'acquisition. La deuxième chose, c'est ça permet d'accroître le panier moyen. Ça, c'est pareil. Vous êtes en confiance avec l'entreprise, vous l'avez contacté, vous savez qu'il y a eu un problème. Néanmoins, il a été bien géré. Vous êtes capable du coup de racheter. Vous n'avez plus peur de racheter une plus forte somme. Et la troisième chose, c'est évidemment une plus grande rétention et une customer lifetime value qui s'accroît. Le seul problème, c'est de le prouver. Et c'est toute la difficulté de la chose, c'est arriver à corréler en fait les interactions humaines à un comportement de réachat, qui est en fait la meilleure manière de labelliser. Donc on a rencontré beaucoup d'entreprises qui nous ont toutes fait part de ce problème, qui est vraiment celui d'arriver à se débarrasser de ce proxy de la satisfaction client pour arriver à comprendre le réel impact business. Et quand on calcule le ROI d'un centre, actuellement on ne regarde que le I de investment, on ne regarde pas le R, et nous c'est sur ça qu'on a voulu s'attarder. Donc on a designé notre proposition de valeur là-dessus. Tout d'abord, le premier produit sera Historical Performance, c'est un lien en fait entre toutes les interactions clients passées avec un comportement de réachat derrière. C'est ce qui se passe en fait dans la publicité en ligne depuis de nombreuses années. On met une fenêtre d'attribution et on regarde si suite à une interaction, il y a eu un comportement d'achat. Ensuite, ce produit nous permettra d'être connecté directement sur la plateforme et pour chaque nouveau message entrant, on sera capable de le catégoriser pour le relier à une problématique et en fait de savoir quels sont les guidelines qui permettent de traiter au mieux ce client, qui permettent d'augmenter en fait sa satisfaction et donc son réachat. Et en troisième partie, une optimisation et un routing. Et donc ça, c'est la finalité de notre produit, c'est que pour chaque message entrant, on soit capable de matcher en fait la meilleure affinité avec le meilleur agent au meilleur moment. Certains agents vont être occupés à un certain moment, vont avoir un backlog qui est plus ou moins important. Certains agents ne sont pas faits pour répondre à certaines problématiques. Et en fait, plutôt que de mettre des règles un peu décorrélées de toute activité, grâce à nos algos, on sera capable exactement de savoir, pour chaque message entrant, quelle sera la meilleure personne pour le traiter à tout moment. Du coup, on a besoin de 2 types de données. Premièrement, des données paiement, qui sont disponibles sur Stripe, Salesforce ou Shopify. Et deuxièmement, des données helpdesk, donc des données de réponse client, disponibles sur Zendesk. Du coup, on a développé des connecteurs qui sont facilement implémentables sur cette plateforme-là. Ensuite, après avoir collecté les données, on applique nos algos de NLP et de Deep Learning afin de pouvoir analyser en fait toutes les patterns qui génèrent des revenus. Et enfin, grâce à cela, on pourra prédire pour chaque message rentrant la valeur business voulue derrière. On a été récompensé par Microsoft et Oracle. Cela nous a permis d'avoir un accompagnement technique de data scientists de Microsoft et d'Oracle sur des aspects du deep learning. Donc concrètement, comment marche le deep learning? En entrée, on a un dataset labellisé avec une liste de messages et derrière le label achat ou pas derrière. Ensuite, on fait un modèle prédictif
qui permet pour chaque nouveau message rentrant de définir si oui ou non on a un achat derrière. Et on a un online learning dans le sens où, suivant le résultat derrière, on pourra réentraîner l'algo et l'améliorer. Donc en fait, plus globalement, on veut changer la manière d'agir du support client en labellisant sur un comportement de réage. Au niveau du marché, pour ça, globalement, c'est toutes les plateformes, tous les clients des plateformes de helpdesk, donc qui utilisent ces plateformes pour traiter leurs relations clients. On s'attarde sur la France, il y a des très beaux acteurs en France, et notamment, il y a Zendesk qui veut réellement s'implémenter sur le marché français. Et pour l'instant, on travaille avec des marchés un peu online retailer, e-commerce, et on en teste avec 7 entreprises. Et c'est avec eux qu'on développe réellement le partenariat et qu'on se rend compte en fait de notre incrémental réel, notre valeur ajoutée concrète pour leurs relations clients. Au niveau de notre roadmap, on revient de San Francisco, on a été présenté en fait notre projet, on a eu la chance de faire partie d'un programme d'incubation. Là-bas pendant 2 mois, on a rencontré en fait toutes les plateformes, donc tous ces Salesforce, Zendesk, avec qui on a besoin de nouer un partenariat pour qu'elles nous recommandent à leurs clients. Actuellement, on développe notre app sur Zendesk. On a besoin d'être directement plugué, comme l'a dit Franklin, au niveau des intégrations. Et au niveau de l'avenir, on développe aussi un partenariat potentiellement d'incubation avec vente privée. Pour l'équipe, alors Franklin, qui vient de Télécom, qui est data scientist. Moi, personnellement, j'ai fait ma formation à HEC. Et on a Boris, qui est notre développeur expérimenté de 32 ans. Et on vous remercie beaucoup. Illustrer par un exemple, par exemple sur Foodcherry, à quel moment ça s'inscrit dans le parcours client, ce que vous proposez par rapport à ce qu'il faisait avant que vous interveniez en fait. Alors la manière dont Foodcherry agissait avant, c'était assez classique, c'est ce qu'on appelle un modèle de first in, first out. Il y a un backlog de messages et chaque agent du support client vient prendre un message et le traite. Donc c'est vraiment dans une optique de traitement déchronologique. On prend le message auquel il faut absolument répondre parce que c'est une question de temps. Et nous, ce qu'on fait, c'est pour chaque message, en fait, on va l'attribuer au bon client, au bon agent, selon son backlog et selon son historique en fait, d'interaction. Et on est capable évidemment de catégoriser avec du NLP pour en même temps savoir exactement, pour que ça soit entre guillemets taillé et que pour dans le futur, en fait, l'entreprise se rende compte de quelle catégorie, de quel type de message en fait, on peut générer du revenu et de quel autre on ne peut pas générer du revenu. Et c'est hyper utile pour les entreprises parce que du coup, vous recevez énormément de problématiques et il y a certaines problématiques qui sont des sunk costs. C'est-à-dire que si vous les résolvez au niveau du produit, en fait, vous arriverez à couper ces questions et ces questions qui n'apportent pas d'argent. Et donc c'est assez important de savoir quelles questions en fait rassurent le client et entre guillemets lui permettent d'effectuer son achat derrière et quelles questions en fait sont des questions qui sont un défaut de produit et qui doivent être résolues parce qu'elles conduisent à l'attrition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de mapper ça sur mon expérience avec support, qui en général est plutôt énervé, raccroché au nez et tout, après avoir attendu 20 minutes au téléphone. Donc on préfère utiliser le chat quand ça marche. Et là, bon, c'est pareil, vous êtes le numéro 17 dans la queue. Et je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de subir les 30 minutes d'attente pour poser une question avant de me décider que je vais essayer le produit. En général, c'est plutôt parce que je n'ai pas le choix. Donc j'ai du mal à comprendre comment vous ramenez ça à faire de l'argent. À la limite, c'est plus je perds le client qui va prendre le produit à la poubelle ou va le renvoyer chez Amazon en disant je le retourne, plutôt que de le faire réacheter. Donc c'est un peu la transition vers le revenu que j'ai du mal un petit peu à caler dans ma tête. Peut-être que ce n'est pas mon usage, mais... C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'en fait, quand vous avez une friction avec le support client, directement, vous en allez. J'ai déjà acheté le produit, donc je ne suis pas sûr que je vais le racheter. Enfin, je ne suis pas sûr que même s'il me résout mon problème, ça ne veut pas forcément dire que je vais en racheter un autre tout de suite. Ou si je le rachète, ce sera à travers un reseller. Donc je vais aller chez Amazon et puis je vais le racheter 3 mois plus tard. Mais eux, ils ne sauront pas que c'est le même truc qu'il a acheté.
Très clair. Alors, nous, on va se situer sur, sur du recurring revenue. Évidemment, on ne va pas se situer sur un e-commerce de, entre guillemets, de machine à laver, parce que oui, le rachat serait trop loin dans le temps. On va se situer sur un... Typiquement, on travaille avec Foodcherry, qui est une food tech parisienne. C'est de l'achat récurrent. Et en fait, un problème, ça arrive, et peu importe en fait, votre prestataire, vous le savez, vous êtes capable de recevoir un plat froid, vous êtes capable de recevoir un mauvais plat, vous êtes capable d'avoir du retard. Et en fait, l'important, c'est de savoir comment en fait, ce problème a été traité. Et alors moi, je le considère à titre personnel, et je pense que c'est le cas, en tout cas dans les données qu'on a observées de beaucoup de gens. En fait, c'est pas tant le problème qui va vous faire dropper, c'est la manière dont vous avez été géré. Si on vous a négligé, si on vous a mis un chatbot, si on vous a répondu le lendemain, et ben en fait, vous savez que si vous avez un problème dans le futur, ça se repassera comme ça. Alors que le fait d'avoir un problème et en fait d'avoir été répondu dans la manière avec laquelle vous attendiez, par exemple le temps, ou alors la politesse, ou alors l'humour, c'est le cas, on travaille avec Itch, l'humour est hyper important et déclenche énormément une confiance et derrière du réachat, et ben c'est ça qui va vous permettre de rester, en fait, avoir une certaine confiance avec l'entreprise. Et confiance que s'il y a un problème, en fait, vous serez toujours bien traité. Et comment vous allez réduire le temps? Parce que souvent, le truc qui est énervant, c'est vous êtes numéro 12 dans la queue, et bon, bah, attends 20 minutes. Quoi. Donc même si on est bien traité par la personne qui nous répond, on est quand même attendu 20 minutes. Bah, ça dépend en fait de votre problématique, parce qu'il y a des problématiques effectivement qui sont importantes à régler rapidement dans le temps, et d'autres non. Il y a d'autres qui demandent juste en fait une réponse efficace. Donc encore une fois, pour cet exemple de Foodcherry, si vous avez un problème à 12h30 parce que votre plat n'est pas arrivé, là effectivement il faut une réponse rapide, et on vous dit que vous êtes 19e, il y a un problème. Du coup, nous, l'algo identifiera qu'il faut vous mettre en premier. Par contre, si vous avez une question de savoir si pour la semaine prochaine, pour le repas de Noël, le code promo marchera, bah, en fait vous avez juste besoin d'une efficacité de réponse, pas forcément d'une réponse immédiate. Et du coup, à ce moment-là, le KPI à noter, c'est l'efficacité de la réponse plus que le temps. Le temps n'est pas toujours la raison pour laquelle, la première raison de satisfaction du support client. En fait, le temps fait partie, ça fait partie des features du modèle, mais parfois, il s'avère que c'est le facteur important, mais parfois non. C'est pour ça que le mail reste énormément prépondérant, ouais. Et qu'on a mis le chat, et que le chat effectivement performe énormément, mais le mail est toujours assez prépondérant pour les relations clients, parce que en fait, vous avez juste envie d'avoir une réponse, mais pas forcément dans les 2 minutes. Que vous utilisez donc du deep learning, donc vous avez une modélisation en fait, j'imagine, vous tenez compte de toutes ces contraintes pour avoir un bon modèle prédictif. C'est ça. Donc voilà, les contraintes, ça dépend des utilisateurs pour mettre en avant le temps ou l'attente ou le type de réponse dans ce modèle prédictif. Qu'est-ce que vous pensez modifier ou rajouter dans le futur par rapport à cet apprentissage, ces méthodes d'apprentissage dans la suite? Qu'est-ce que vous voulez rajouter ou comment vous pensez améliorer votre modèle? En fait, avec le temps, on aura plus de données. Et vu qu'on est spécialisé sur les données e-commerce, ce sera des données qui seront semblables. Et du coup, pour chaque nouveau client, on pourra leur proposer déjà un modèle qui peut marcher, sans apprendre de leur historique. Donc ça, au niveau des data, c'est très important pour nous, d'accumuler des data et d'avoir un modèle qui marche pour tout le monde. Ensuite, en termes de next step, l'idée, c'est pour chaque message, savoir qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire quelles sont les features à suivre pour générer de la vente derrière. Et donc pour cela, on va typiquement, pour un message entrant, savoir que si c'est livraison, bah, il faut qu'on réponde dans les 2 minutes avec un seul message. Ces types d'insights-là, on l'aura avec le temps. Donc ça, c'est un next step en fait. Merci. Je peux prendre une petite question du public, sinon... on va continuer avec la prochaine start-up. Non? Bon, bah, merci beaucoup.